These are the shows directly in line with what the other person just said, so a few minutes backward. Yeah, Alexis, a Southern Cameroonian, a Cameroonian from the other side. Those who think that to a certain extent we are already frustrated with the system. Those who think that the only solution is to leave the separation, is to leave the union as soon as possible. Those who think that we had a gentleman's agreement with the French-speaking Cameroonians. So, juste pour dire, l'ancien président Aïj Roma a passé vraiment un partage chaud à Biya. Et ça va de soi que Biya Roma, son âge, c'est vraiment d'ici 5-10 ans, et on aura une transition vraiment. Et toi, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous savez, quel est votre projet politique, vous savez, pour les anglophones qui se disent vraiment, qui sont frustrés, qui ne veulent plus rester de l'Union, parce que n'oublions pas que ces 11 millions de jeunes, 11 millions de mouvements est dominé par les jeunes. Il y a aussi les jeunes de l'autre côté aussi, qui ne croient pas à ça, et ils sont aussi assez nombreux. Quel est vraiment votre projet politique qui est orienté vers cette communauté minoritaire vraiment, qui se disent que vraiment que ça va comme ça, nous ne voulons plus de ce mariage, nous voulons réentendre et juste pour faire un constat, ça fait déjà 10 mois les choses ne font que s'améliorer et Dieu sait vraiment ce qui va arriver à partir de après le 1er octobre. Donc on aimerait savoir en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous savez vraiment pour ces jeunes qui sont frustrés et qui veulent un changement? Pour nous, la crise est entrée dans l'impasse. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a la solution miracle, même anglophone, il ne dit pas la vérité. Personne n'a la solution miracle. Ce que j'ai toujours proposé, c'était le dialogue sur la forme de l'État. Il y a une réforme qu'il faut faire sur la question de la forme de l'État. Et pour moi, ça a une explication. Jusqu'au 4 mars 1916, le Cameroun était un protectorat allemand. Il n'y avait ni francophone, ni anglophone, ni même germanophone. Nous étions un et un seul État. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et toutes ses possessions deviennent un butin de guerre pour ceux qui ont gagné la guerre. Il faut donc se partager le butin de guerre. Et le territoire Cameroun avec K à l'époque était un butin de guerre. Que les deux gagnants que sont la France et l'Angleterre se partagent. La France, qui n'avait même pas beaucoup lutté dans cette guerre, prend quand même la plus grosse part. Et l'Angleterre se contente d'une petite part, ce d'autant que le territoire Cameroun ne les a vraiment jamais beaucoup intéressés. Vous connaissez l'histoire du Toulet Concert. Parce que, possesseur du grand Nigeria voisin, le Cameroun a toujours été pour un petit État où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique dans le monde. Voilà. Et c'est de là que un peuple qui était tranquillement uni se retrouve sous une double influence, francophone et anglophone. Sauf que cette influence-là est un marqueur sociologique important. La partie francophone a connu l'indigénat, le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est quoi? C'est la superpuissance du colon. Le pouvoir part du haut et s'abat sur la population. Alors que la partie anglophone était gouvernée par ce qu'on appelait l'Inar Toulouse, qui est l'inverse de l'indigénat. C'est-à-dire que le pouvoir est à la base et on discute pour remonter la volonté populaire vers le décideur. Ces deux modes de gouvernance qui sont sérieusement opposés. Et ça a marqué les peuples qui certes étaient unis. Je rappelle toujours que même dans les guerres de libération, Ndé Toumaza dont vous avez parlé, lorsqu'il crée le One Cameroun était le pendant anglophone de l'UPC. Parce que l'UPC avait été interdite en partie francophone. C'est d'ailleurs pour ça que Ndé Toumaza plus tard deviendra le président de l'UPC. On a une histoire commune, qu'elle soit politique ou simplement histoire. Mais il y a un élément d'importation.
qui nous est imposée depuis le 4 mars 1916, qui nous a mis dans cette situation. On fait donc comment? En 61, on devient indépendant. En fait, on devient indépendant le 16 octobre 59, parce que c'est la résolution des Nations Unies du 16 octobre 59 qui nous rend indépendants. On la proclame le 1er janvier. Il faut gérer la situation. Le Cameroun est donc devenu indépendant, mais il est sous deux influences. Le territoire n'est pas circonscrit. On fait comment? On fait donc le 11 février 61 le fameux référendum. Et une partie décide d'aller au Nigeria, une autre partie décide de rester. Même s'il y a eu fraude dans ce référendum, c'était logique. Quand vous voyez même la ligne de démarcation entre les deux parties, vous voyez que ceux qui ont choisi d'aller au Nigeria avaient de particulières affinités avec les peuples nigérians. Tout comme ceux qui ont rejoint les francophones avaient plutôt des affinités. Vous voyez bien que la partie Sawa, qui commence chez les Bakwiri, descend dans le littoral, ainsi de suite. En fait, il y a des études anthropologiques qui démontrent bien que les Tikar, la plaine Tikar, c'est elle qui descend, traverse les Grassfields et touche le nord-ouest. Donc en fait, même sociologiquement, même s'il y a eu des manipulations avec les Nations Unies et autres, il y avait une logique dans cette démarcation. C'est vraiment des peuples qui sont ensemble. Sauf que l'importation nous a différenciés. En 72, on décide de faire un référendum pour faire ce que moi j'appelle une greffe. On pose une greffe. On veut mélanger les héritiers de l'indigénat avec les héritiers de l'Indar de Tourou. On entre dans l'État unitaire. Mais ayons le courage aujourd'hui de reconnaître que la greffe là n'a pas pris. Parce que les anglo-saxons, les anglophones ont une perception de la chose publique. Reconnaissons-le, on n'est pas encore dans les petites manipulations politiques, qui est quelque peu différent. C'est le marquage de l'Indar de Tourou. On ne peut que le reconnaître. D'ailleurs, c'est pour nous une richesse. Combien de parents francophones envoient leurs enfants dans les écoles anglophones? Et vice-versa. Combien de parents anglophones envoient leurs enfants dans les écoles francophones? Si vous faites un ratio, vous verrez de quel côté pèse la balance. En fait, c'est une richesse. En fait, contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. On n'a pas voulu la partition du Cameroun en 1916, mais on a choisi d'en faire une richesse. Du coup, je suis de ceux qui pensent que la crise anglophone n'est pas une crise d'indépendance. Moi, je pense que c'est une crise d'autonomie. Les frustrations sont telles, effectivement, que les gens sont fâchés. Là, on rentre dans les causes immédiates de la crise. Aujourd'hui, on dit à tout le monde, mettons-nous ensemble pour résoudre le problème. Quand il fallait éviter le problème, pourquoi on ne s'est pas mis ensemble? Quand en novembre 2016, l'État décide de battre des étudiantes à Bouilly, ça sert à quoi? Quand en novembre 2016, on décide de rouler dans la poussière et de battre des avocats qui ne demandent qu'une chose, qu'on viendra leur donner finalement en mars 2017. On veut quoi? Sauf que quand vous créez des conditions de crise, elles vous débordent. Lorsqu'on arrête les Agbo Bala, je parle de lui en particulier parce que je le connais bien, c'est un vieil ami. Quand on publie notre photo sur Facebook, les gens pensent que c'est un con. Je fais ça pour montrer que je le connais. On se connaît longtemps avant. Voilà quelqu'un qui négociait avec le pouvoir. Un matin, pour régler des comptes politiques, ceux qui craignent de perdre la place qu'ils occupent dans le pouvoir, les font arrêter. En les arrêtant, on prive les anglophones d'interlocuteurs. En tout cas, l'État se prive d'interlocuteurs. Ils ont mis en place le même plan qu'ils savent mettre en place quand il s'agit des francophones. On frappe les leaders, ça va disperser tout le monde, la crise va mourir. Ça marche chez les francophones. Il y a de fortes chances que si on m'arrête là maintenant, que 11 millions de citoyens vont souffrir. Parce que les francophones sont marqués par l'indigénat, ils ont peur. C'est culturel. Quand on a frappé le leader, chacun cherche sa route. Alors que chez les anglophones, on se rend bien compte que, bien qu'on ait arrêté les leaders du consortium, les gens ont continué. Sauf que ça a créé un vide qui a été récupéré par les extrémistes, qui eux ont toujours existé. Je rappelle que le SCNC a toujours existé. Et que le 1er octobre de chaque année, ils faisaient leur mouvement, on les arrêtait, on les libérait 3 mois après. Et ça amusait toujours tout le monde à Boya et à Bamenda. Parce que fondamentalement, les Camerounais ne sont pas sécessionnistes. Les Camerounais anglophones ne sont pas sécessionnistes.
C'est pour ça que même là-bas, ça amusait toujours qu'on les arrête. D'ailleurs, bien que l'article 111 du Code pénal condamne la sécession à la peine de mort, ces gars n'ont jamais été condamnés à la peine de mort, parce que c'était marginal. Et c'est récemment, là, en décembre, qu'on a même interdit le SINC. Pourtant, le SINC, qui a pour ligne politique la sécession, a toujours existé, alors que le Code pénal condamne la sécession. C'est parce que tout le monde savait que, bon, c'est comme l'article du Code pénal qui condamne la mendicité. Vous avez entendu qu'on a arrêté un mendiant, un jour on l'a mis en prison. Pourtant, c'est dans le Code pénal, c'est ce que nous, les juristes, on appelle les articles frappés d'obsolescence. C'est qu'on sait que c'est là, mais personne n'utilise ça parce que ça ne sert à rien. Sauf qu'en arrêtant les leaders du consortium, on a donné du champ aux extrémistes. Ils ont exploité un vide. Et aujourd'hui, ils ont réussi à diffuser leur propre histoire qu'eux, ils ont. Ils ont réussi à exploiter les frustrations des populations. Et les populations ont commencé à les écouter. Ça donne ce que ça donne. On est obligé encore de revenir au débat d'autonomie. Nous, on propose un État régional. On n'invente pas la roue. Ça se fait en Espagne, même comme ça a des problèmes, ou en Italie. D'ailleurs, même ici en Belgique. Nous pensons, en fait, le régionalisme est à mi-chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral. C'est juste au moins de superposition institutionnelle, c'est-à-dire qu'on fait des régions, comme c'est le cas. D'ailleurs, demandons-nous toujours pourquoi la Constitution de 1996 au Cameroun a intégré les régions. On peut faire la décentralisation sans région. Un État qui n'a pas de région et qui n'a que des mairies est un État décentralisé. On est en décentralisation au Cameroun depuis 1976. Le premier texte de décentralisation du Cameroun date de 1976. C'est pas 1987, c'est pas parce qu'on a ajouté la région comme entité qu'on est forcément entré dans la décentralisation. Mais même les régions qu'on a instituées en 1996, où sont-elles véritablement? C'est-à-dire les régions, non pas comme entité déconcentrée, où il y a à la tête un gouverneur, mais les régions comme entité déconcentrée à la tête desquelles il y a un conseil régional. Ça n'existe pas. On est donc dans un pouvoir, on est au Cameroun dans un pays où le pouvoir central veut garder la même mise. Pour eux, décongestionner, autonomiser, c'est perdre le contrôle. Oui, mais pourquoi vous voulez garder le contrôle sur une chose que vous ne contrôlez pas? Il faut décongestionner. Nous, on propose l'État régional avec des régions autonomes. D'ailleurs, pour nous, la crise anglophone, c'est même l'occasion de régler définitivement ce problème. On n'est pas obligé de faire un État à 10 régions. On peut même revenir à un État à 6 régions, à 7 régions. Pourquoi ne ferait-on même pas du nord-ouest et du sud-ouest une région? Pourquoi ne ferait-on, on peut reconfigurer, nous on est en train de travailler là-dessus, mais doter les régions d'une réelle autonomie. Autonomie réglementaire, autonomie législative, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des sujets sur lesquels un conseil régional peut délibérer et décider, sans se référer tout le temps à un pouvoir central qui de surcroît est loin, en fait, et proche en même temps. Bon, vous avez un président à qui on donne souvent les textes de nomination de sous-préfet, il les signe un an plus tard. Et on est étonné que dans le décret, il y a des gens qui sont morts. Parce que c'est resté longtemps dans son bureau. Depuis qu'on a demandé qu'il descende parler à ses compatriotes anglophones, il a fait un discours pour dire que le Cameroun est indivisible, allez mourir si vous voulez. Les gens sont non, allez mourir. Maintenant, descendre même en zone anglophone ne sert plus à rien. Même si Paul Biya va là-bas maintenant, ça peut peut-être apaiser, mais ce n'est pas la solution de fond. C'est comme la libération des gens qu'il a arrêtés pour rien. Pour ceux qui nous suivent, j'ai passé mon temps à dire libérer les gens que vous avez arrêtés pour rien. Ça va aggraver la situation. Quand ils se rendent compte que la rentrée scolaire est menacée, ils les libèrent 2 jours avant. Et même pas tous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens en prison qui devaient être arrêtés, parce que quand vous avez brûlé un bâtiment, quand vous avez brûlé des voitures publiques, c'est normal que l'État, même ici en Belgique où c'est des États démocratiques, quand il y a des mouvements publics, des manifestations publiques, ceux qui cassent et brûlent, ils sont arrêtés et jugés, non? C'est normal que même au Cameroun, on les arrête et qu'on les juge. Maintenant, l'État, pour apaiser, peut utiliser le nolle procès qui est prévu par le Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'on dit, bon, ok, vous avez cassé, vous avez brûlé, mais comme on veut la paix, on vous libère. Mais ce qui s'est passé avec cette affaire, on a arrêté les Abobala alors qu'ils n'avaient rien fait.
Et comme ils étaient embarrassés par cette situation, ils ont fait au tribunal militaire ce qu'on appelle jonction de procédure. C'est-à-dire, on a mélangé dans la même procédure ceux-là qu'on sait bien qu'on a arrêté pour rien, et ceux qu'on sait bien contre lesquels on a des charges. Et pour finir, on libère les uns, on ne libère pas les autres. Quand vous avez fait une jonction de procédure, c'est une question de logique. Non? Si vous faites une jonction de procédure et que vous mélangez cette bouteille avec l'autre, vous dites que bon, désormais vous tous même là, vous êtes tous des terroristes. Soit vous libérez donc tous les terroristes, soit vous ne les libérez pas. Mais vous avez fait une jonction de procédure. Si les avez libérés avant de faire la jonction de procédure, ce serait passé. Maintenant, ils ont fait la jonction de procédure, mais il n'y a plus de jonction de libération. Quelle est donc l'idée qu'il y a derrière le fait que dans une procédure où vous poursuivez tout le monde pour le même motif, vous libérez les uns, vous ne libérez pas les autres. Donc il y a une accumulation d'erreurs sur cette affaire qu'il faut réparer. Donc je réponds aux deux questions. Mistral est sorti malheureusement. Ah, il est là. Donc je réponds aux deux questions en disant il faut dialoguer sur la forme de l'État. Et nous, puisque vous avez parlé de mon projet de société, nous on propose un État régional avec une reconfiguration du territoire, avec des régions autonomes. Et nous pensons, parce que nous pensons que c'est une crise d'autonomie, pas une crise d'indépendance. Mais pour sortir, regardez ce qui est en train de se passer, c'est ça qui est plus grave. L'État tire profit de ce qui se passe maintenant. Les sécessionnistes tirent également profit. On est déjà en train de monter les anglophones contre les francophones, en faisant passer les anglophones pour des terroristes et des sécessionnistes. Et ça fait qu'on manipule l'opinion francophone en disant, ben, écoutez, c'est des gens qui veulent éclater le Cameroun, qu'ils aillent au diable. Ça arrange les sécessionnistes, qui eux disent que c'est même bien. On a toujours dit qu'on ne veut même pas d'abord marcher avec eux. C'est le moment même pour qu'on proclame notre indépendance. Et ça arrange le pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est parfois vraiment un peu machiavélique. Ils préfèrent manipuler l'opinion, monter les francophones contre les anglophones, en espérant que la loi du nombre va isoler les anglophones et qu'après on va exercer la répression. Bon, j'ai aussi lancé un appel appelant même les leaders francophones, l'opposition. Je leur ai dit, mettons-nous ensemble, organisons aussi une série de marches, essayons de faire pression sur le pouvoir pour qu'il agisse rapidement avant que la situation ne se détériore. Je croyais bien faire. Parce que souvent quand l'idée vient de moi, c'est que c'est fini. Comme je suis un pion, c'est certainement l'idée d'un pion. Donc, bon, j'espère maintenant que je suis même loin du pays, qu'au moins ils sont en train donc de s'organiser pour faire quelque chose. Mais il y a le CPP de Kawala avec qui j'ai eu des échanges importants sur la question. On va se battre. Vraiment, mes frères, cette affaire-là, essayons de nous mettre ensemble pour que cette affaire-là soit résolue. Parce que lorsque ce qui se prépare là, les prises d'opposition de certains intellectuels et autres qui exacerbent tous les jours cette situation, quand ça va se gâter là-bas, on va se retrouver dans une affaire, on ne saura même plus quoi faire pour en sortir.